France Inter, franceinter.com. La lessive de l'honneur se lave dans le sang. Théophile Gautier, le capitaine Fracasse. « 2000 ans d'histoire. Qu'il soit le moyen de laver un affront, d'éliminer un rival ou de montrer son habileté avec une rapière, une épée, un sabre ou un pistolet, les duels ont fait naguère tant de ravages que dès le XVIe siècle, tous les rois de France avaient tenté de les interdire. Mais ni Henri III, ni Louis XIII, ni Richelieu, ni même Louis XIV n'ont réussi à empêcher leur noblesse de se battre en duel. Encore moins la Révolution, qui en abolissant tous les édits royaux, avait du même coup supprimé ceux qui les interdisaient. Si bien que c'est à partir du XIXe siècle que les duels ont fait le plus de victimes. On croisait le fer pour un oui et pour un non, jusqu'au 21 avril 1967. Ce jour-là, 2 députés français s'étaient battus en duel, tout simplement parce que l'un avait traité l'autre d'abruti. France Inter, Jacques Garat, le 21 avril 1967. Un duel a eu lieu ce matin à Paris, un duel entre 2 hommes politiques, 2 parlementaires connus. René Ribière, député 5e République du Val d'Oise, a demandé, on le sait, réparation à M. Gaston Defferre, le maire de Marseille, le président du groupe parlementaire de la Fédération. Il lui a demandé réparation d'un mot qu'il considérait comme offensant et qui avait été prononcé par M. Defferre hier au cours du débat de politique générale. Le combat lui-même a eu lieu il y a un peu plus d'une heure, Jean-Claude Héberlé, et du sang, enfin du moins un peu de sang a coulé. Je pense que le plus simple est encore d'écouter la version du combat par le vainqueur, par M. Gaston Defferre, que je viens juste d'enregistrer. Il a été blessé gravement, votre adversaire? Non, je touché au bras, au premier temps, il s'est arrêté. Il n'a pas de courage, ça. Alors je l'ai gratigné et il a dit que ça saignait, il a voulu s'arrêter. Alors, je ne pouvais pas l'obliger à continuer à se battre. Oh là là, il était mort de peur. François Guillet, bonjour. Bonjour. Alors c'était le dernier duel en France, celui qui, en avril 1967, avait opposé Gaston Defferre à René Ribière. Vous en parlez dans votre livre, à la fin de votre livre, intitulé La mort en face, qui vient de sortir chez Aubier. Alors c'était, dites-vous, le point final d'une longue histoire, l'histoire du duel. Mais alors vous n'en parlez qu'à partir de la Révolution française, mais le duel, il en existait depuis des siècles. Au fond, ça date de l'Antiquité. On peut dire que les Horaces et les Curiaces, c'était presque un duel. Peut-être. En tout cas, il est très ancien, il remonte au moins au Haut Moyen-Âge. Alors, d'abord sous la forme du duel judiciaire, qui est une forme d'ordalie, puis ensuite, à partir du XVIe siècle, sous la forme donc, de ce qu'il est convenu d'appeler le duel de point d'honneur, du point d'honneur, c'est-à-dire un duel qui n'est pas formalisé, qui n'a pas pour but d'établir une vérité, mais de réparer l'honneur de chacun des combattants. Oui, alors que l'ordalie, c'était un peu le jugement de Dieu, c'est ça. C'était ça. Et alors ces duels, ils ont été extrêmement meurtriers. Quand on pense aux duels aujourd'hui, au XXIe siècle, on pense tout de suite à l'époque de D'Artagnan, de Louis XIV, mais effectivement, ils ont fait des ravages pendant l'Ancien Régime. Oui, ils ont causé de très nombreux décès, en effet. La noblesse se bat énormément. Sans doute comme une forme de défi à l'autorité royale. C'est une manière d'affirmer son autonomie par rapport à un pouvoir royal dont l'emprise est croissante. Et puis, cet usage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, se maintient après la Révolution et même, on pourrait dire, s'épanouit au moins dans la première moitié du XIXe siècle. Mais revenons à l'époque de l'Ancien Régime. Donc, ce pouvoir royal, on le défie parce que ce pouvoir royal, pour éviter le bain de sang que représentaient pour sa noblesse, en tout cas, les duels, eh bien, ce pouvoir royal a tenté de les interdire, ces duels, à partir d'Henri III. Tous les rois ont essayé de le faire, comme l'avait fait aussi Richelieu en 1626, mais sans parvenir à empêcher les 3 mousquetaires de continuer à se battre en duel. Eh bien, monsieur, vous vous dérobez? Faut-il que je vous insulte? Fanfaron, couard, polichinelle. Va pour 2 heures, au pré au clair. Commençons, monsieur.
là, ici. Et les édits, qu'est-ce que vous en faites? Pour le cardinal! Pour le roi! Son Éminence le cardinal duc de Richelieu. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire. Permettez-moi de me retirer. Et c'était Lully, la marche des mousquetaires du roi, à l'époque où Louis XIV lui-même avait tenté d'empêcher les duels. Je crois qu'il y avait eu 11 édits contre les duels. Comment se fait-il que la monarchie n'ait jamais réussi à empêcher les duels? Alors, elle est prise donc dans une contradiction, c'est-à-dire le roi se veut à la fois le défenseur de la religion catholique, donc qui interdit, qui lutte de toutes ses forces contre le duel depuis le Moyen-Âge. Et puis, son rôle donc de protecteur de la noblesse, et par là même, donc, les édits qui interdisent et qui répriment de manière extrêmement sévère les duels sont souvent peu appliqués. Et lorsqu'ils sont appliqués, le roi offre souvent des lettres de rémission, c'est-à-dire absolve donc les combattants, alors même qu'ils ont bafoué les règles édictées par le roi. Cela dit, il y en a eu qui étaient très sévères. Louis XIII, par exemple, a fait décapiter en place de Grève Montmorency, François de Montmorency, qui était un des nobles les plus importants de France, parce qu'il n'arrêtait pas de se battre en duel. Oui, il a sans doute voulu faire un exemple. Mais d'une manière générale, il y a une grande mansuétude à l'égard de ces duellistes. Le duel fait partie, le duel exprime donc l'honneur nobiliaire et à ce titre, donc, doit être d'une certaine manière sauvegardé. Alors cela dit, on aurait pu s'attendre à ce qu'avec la Révolution, le duel, qui est pratiqué essentiellement par l'aristocratie, disparaisse. Pas du tout, hein. D'autant plus que la Révolution, d'abord amnistie tout ce qui concernait les problèmes de duel, mais en plus elle n'a pratiquement pas légiféré, et pendant tout le 19e siècle, il n'y a pratiquement eu aucune loi contre le duel. Il n'y a eu aucune loi contre le duel. L'arsenal répressif mis en place par la monarchie a été aboli donc, au moment de la constitution du Code civil de 1791, qui ne mentionne aucunement le duel, pas plus que le code pénal donc, de 1810. Les deux codes donc, ne font absolument aucune mention du duel, et par conséquent, on laisse ouvert le champ libre à deux interprétations contradictoires, qui sont d'ailleurs suivies simultanément par la justice. C'est-à-dire, le duel est assimilé à un homicide, c'est un homicide, peut être considéré comme un assassinat, par conséquent est passible de la peine de mort, ou le duel n'est pas un assassinat. Le duelliste n'a fait que répondre à une provocation, a voulu défendre sa vie, il est en état de légitime défense, et par conséquent, il ne peut être poursuivi. D'autant plus que la convention qui règle les modalités du combat donc, suppose une entente préalable. Et c'est la position suivie notamment par la Cour de cassation jusqu'en 1837. La Cour de cassation casse systématiquement les jugements qui condamne les duellistes homicides. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, et ça franchement je l'ignorais avant de vous lire, François Guillet, on dit toujours les duels, c'est D'Artagnan, c'est les Trois Mousquetaires, c'est Louis XIV, c'est Louis XIII, c'est Henri III, mais c'est surtout aussi le 19e siècle, et avec d'autant plus que, vous le rappelez, au fond c'était un peu le privilège entre guillemets de l'aristocratie, là il se démocratise entre guillemets, puisqu'il concerne toutes les classes de la société. En effet, il y a une revendication universelle à l'honneur. On peut dire que l'abolition des privilèges se traduit par une sorte de revendication qui touche aussi bien donc, ce qui reste de la noblesse. La noblesse, bien sûr, continue de se parer de cette vertu, mais aussi tous ceux qui constituent la classe dirigeante et au-delà, une partie des classes urbaines de la société du 19e siècle. Alors peut-être aussi que cette pratique du duel qui commence dès le début du 19e siècle est encouragée par les guerres, de la Révolution, de l'Empire. C'était le cas, par exemple, de deux officiers de l'époque napoléonienne, les capitaines Fournier et Dupont, qui se sont battus en duel pendant 20 ans. Une histoire vraie qui a inspiré une nouvelle de Joseph Conrad et un film de Ridley Scott, Les Duellistes. Messieurs, le général Treillard. Qui connaît le lieutenant Ferraud? C'est Camusard. Le lieutenant Ferraud a embroché le neveu du maire dans une affaire d'honneur en l'espace d'une minute.
J'ai un ordre à vous transmettre de la part du général Treillard. Vous devez rentrer au quartier immédiatement et observer les arrêts de rigueur. Vous arrêts, pourquoi? Vous vous êtes battu en duel ce matin. En effet, oui. À vous entendre, le duel passerait pour un jeu paradisiaque. Qu'est-ce que j'ai fait? Devais-je laisser un mangeur de choucroute essuyer ses bottes sur l'uniforme du 7e hussard? Et laisserez-vous baver sur Napoléon Bonaparte? Vous m'avez insulté, Dubert. Vous m'avez insulté gravement. Je réclame des excuses immédiatement. Oh, écoutez, tout cela est ridicule. Dégainez. Qu'attendez-vous? Battez-vous, tout de suite. Pour le moment, je suis de service. Et vous êtes aux arrêts. Allez! Pour duel, espèce de butor! Allez! Battez-vous tout de suite. Où ça? Dans le jardin. Et c'est une histoire vraie qui s'est produite à la fin de la Révolution, pendant le Consulat, sous l'Empire. Pendant 20 ans, ces deux hommes qui sont des soldats se sont battus en duel. C'est la militarisation de la société, François Guillet, qui explique ça aussi. Oui, les guerres de la Révolution et de l'Empire, donc qui sont extrêmement longues, entraînent la mobilisation d'une partie de la jeunesse masculine qui, à cette occasion, apprend les règles à la fois de l'escrime et de l'honneur et les conserve lorsqu'ils reviennent à la vie civile. Et on peut dire que d'une certaine manière, ces guerres sont un vecteur de démocratisation de l'usage du duel. Alors l'usage du duel et aussi sa codification, parce qu'en fait on se battait, bon, il y avait quelques règles, il y avait des coutumes, celles des témoins qui existaient déjà, mais j'ai appris aussi en vous lisant que c'est à partir du 19e siècle que quelqu'un, un comte, le comte de Châteauvillard, donne au duel des règles très strictes. En effet, alors il y a une tendance générale à une codification de plus en plus stricte du duel tout au long du 19e siècle. Mais l'ouvrage de Châteauvillard, qui paraît en 1836, marque en effet une date importante. Qui s'appelait l'essai sur le duel, je Essai crois. sur le duel, Essai sur le duel, oui. Qui est en fait un manuel du duel. Comment on doit se conduire lorsqu'on a affaire à une provocation, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'il est bienséant de faire ou de ne pas faire. Alors justement, alors par exemple, vous vous rappelez, c'est l'offensé qui choisit le lieu, la date et les armes du duel. Les armes, il faut le préciser, vous le précisez, il n'y en a pas 36, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont considérées comme légales, entre guillemets, c'est-à-dire l'épée de combat, qui est assez lourde, une épée en fer, le sabre, qui est utilisé surtout par les militaires, et puis le pistolet. Le pistolet, et non pas le revolver. Uniquement le pistolet. Pourquoi pas le revolver ? Parce que le revolver est considéré comme une arme trop facile, en quelque sorte. D'abord, elle apparaît seulement à partir des années 1850-1860, et en France plus tardivement encore. C'est une invention américaine. Le pistolet existe depuis le 18e. Oui. Le pistolet existe depuis beaucoup plus longtemps. Depuis longtemps, même. Et puis, d'autre part, donc, c'est une arme à plusieurs coups, qui ne permet pas donc, cette épreuve, cette mise à l'épreuve du courage de chacun des combattants. Il y a une chose extraordinaire, d'ailleurs, parce que c'est la lenteur avec laquelle ça se passe. Il y a des règles très strictes. Enfin, il y a plusieurs façons de se battre au pistolet, François Guillet. Alors oui, il y a de nombreuses façons. Il y a le plus courant, c'est le duel au commandement, c'est-à-dire que chacun des adversaires se fait face et a un signal. Donc le directeur du combat tape dans ses mains. Au premier coup, on doit armer son pistolet. Au deuxième coup, on vise. Au troisième coup, on tire. Le rituel est donc assez long, il dure à peu près peut-être 3 minutes, quelque chose comme ça, mais lorsqu'on est face au canon d'un pistolet adverse, c'est extrêmement long, et ça demande donc une maîtrise de soi, qui est une vertu considérée comme éminemment masculine. Le rôle des témoins là-dedans, je crois qu'ils étaient 4 pour l'épée et 2 pour le pistolet, c'est ça ? Alors, le rôle des témoins est capital. Alors, 2 témoins, en général, par personne, pour chacun des adversaires, et ce sont eux qui vont régler les modalités du duel. Normalement, selon Châteauvillard et selon les pratiques en usage à cette époque, les adversaires ne s'impliquent pas directement dans la façon dont le combat va se dérouler. Ce sont des discussions qui se déroulent entre témoins, puis ensuite, les conclusions de ces discussions sont soumises à chacun des combattants qui les accepte ou non, et parfois qui les refuse, qui demandent des conditions plus sévères, par exemple. Alors, les duels sont plus ou moins meurtriers selon le type de duel qui est pratiqué, qui doit être décidé, vous le rappelez, entre les témoins, et il y a une différence entre le duel à mort et ce qu'on appelle le duel au premier sang. Le duel au premier sang, c'est pas une invention du 19e siècle, il est attesté dès le 16e siècle. Mais ça veut dire simplement qu'on s'arrête dès que le sang commence à couler. Le duel à mort, c'est autre chose, évidemment, et il arrive en effet que les modalités du combat prévoient que le combat ne s'arrêtera que lorsque l'un des adversaires sera mort. Alors ce qui ne change pas, ce sont les raisons pour lesquelles on se bat. Il y a toujours l'honneur.
le point d'honneur, comme vous le disiez tout à Point l'heure. d'honneur, donc, qui est une sorte, quelque chose qui mêle deux notions assez distinctes, c'est-à-dire l'honneur privé, ce qui concerne sa personne, sa famille, et puis l'honneur public, en quelque sorte la réputation. Et ça correspond à deux types de duels que l'on trouve très fréquemment tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire donc des duels publics qui mettent en cause des personnalités publiques, et puis des duels de nature privée, donc qui mettent en cause des personnes qui ne sont pas forcément connues, mais qui vont agir donc pour des raisons privées, qui ne souhaitent surtout pas dévoiler. C'est à cause d'une lettre que ton mari m'a provoqué en duel. Il y pense toujours? Plus jamais. Mais rassure-toi, il n'est pas éternel. Moi non plus. Si nous nous battons en plus. J'ai quelque chose à vous dire, Kontansky. Nous allons pouvoir régler notre affaire plus vite que je ne l'espérais. D'accord. Où et quand vous voudrez. Respectons les conventions. À l'aube, dans le parc. Cela vous laisse le temps de vous trouver des témoins. Étant l'offensé, j'ai le choix des armes. Ce sera le sabre. Le sabre? Oui. 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 La cavalerie. Cela vous pose un problème? Non, non. Le sabre. Et c'est le début du Trouvère de Verdi, le duel, ce duel qui a fasciné, vous le rappelez aussi, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a entretenu son développement, qui a fasciné les artistes, notamment les écrivains. Bien sûr, les écrivains qui inventent oui. le roman de Cap et d'épée, dont l'acception, le terme donc, qui est utilisé est accepté par l'Académie française à partir de 1832. Ces écrivains qui vont contribuer en effet à modeler l'imaginaire du duel. On peut dire qu'ils y succombent eux-mêmes puisqu'ils pratiquent le duel. Ah, oui. Tous ces écrivains, que ce soit Dumas, que ce soit Gautier, beaucoup d'autres, se battent en duel, fréquentent les salles d'armes et mettent donc en pratique ce qu'ils décrivent dans leur roman. Oui, ils le mettent en pratique, ils se battent et parfois ils se battent férocement. Enfin, je veux dire, il y a eu pas mal d'exemples. Il y a eu Pouchkine qui est mort dans un duel en 1837, par exemple, François Guillet. Oui, il y a eu beaucoup d'écrivains, il y a eu aussi beaucoup d'artistes. Il y a eu aussi, par exemple, un mathématicien comme Évariste Galois, qui est vraiment une figure romantique, mort alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, et mathématicien de génie qui a eu à peine le temps donc d'écrire ses théories avant de succomber à un duel. Donc, Et il y a eu un publiciste aussi. Alors vous dites que c'est un duel qui a très profondément marqué le 19e siècle parce que au cours de ce duel, eh bien, il y en a un qui est mort, qui était Émile de Girardin. Ça, c'est un duel qui a traumatisé, qui a remis en question même le duel. Oui, alors c'est le combat donc entre deux journalistes, Armand Carrel, donc un directeur du National, et puis Émile de Girardin, qui se battent alors pour des motifs sans doute publics, c'est-à-dire une rivalité entre deux journaux, mais aussi sans doute pour des motifs privés. Il y aurait eu une allusion d'Émile de Girardin au fait que Carrel avait une maîtresse, enfin, peu importe. Mais ce duel a un immense retentissement parce qu'Armand Carrel est une grande figure républicaine et son enterrement va être suivi par plusieurs milliers de personnes. Il donne lieu à des discours. C'est une véritable cérémonie politique qui permet donc au camp républicain de se retrouver et de manifester son unité. Il y en a qui sont assez drôles aussi. Vous citez par exemple Sainte-Beuve qui s'est battu. C'était un duel au pistolet et il a gardé son parapluie. Oui, parce qu'il pleuvait en effet. On peut trouver aussi l'exemple de... Il pleuvait, je crois même qu'il avait dit « je préfère être tué que mouillé ». Voilà. On trouve aussi quelqu'un comme Benjamin Constant qui se bat dans un fauteuil. Alors cela dit, il n'y a pas que des écrivains ou des journalistes qui se battent, il y a aussi des hommes politiques. Et qui se battent pour d'autres raisons. Là, cette fois-ci, c'est plus pour l'honneur, c'est pour la défense de ses idées. Ça, c'est un nouveau type de duel qui n'existait pas au XVIIIe. En effet, ce type de duel se déploie avec le développement ce qu'on appelle un espace public, c'est-à-dire un lieu où se confrontent les idées, avec l'instauration du système parlementaire, avec l'essor de la presse. Donc, il y a une manière de régler donc, les conflits qui naissent dans cet espace public. Le moyen qu'on va utiliser, qu'on va privilégier, c'est le duel.
Alors des duels, et puis on pourrait s'attendre à ce que, comme c'est quelque chose de très traditionnel qui remonte à l'Ancien Régime, on pourrait s'attendre à avoir plutôt des hommes politiques de droite se battre en duel. Il y en a eu d'ailleurs, il y avait Déroulède par exemple, il y aura plus tard Tixi-Vignancourt, mais pas du tout. Le duel n'est ni de gauche ni de droite, il est les deux. Beaucoup de socialistes, de républicains se battaient en duel au 19e. En effet, un des principaux représentants de ces hommes politiques duellistes, c'est notamment Clémenceau, qui se bat à de très nombreuses reprises, donc qui est un radical, on pourrait dire d'extrême gauche, au moins au début de sa carrière, et qui n'hésite pas donc à croiser le fer ou à tirer au pistolet. En fait, l'honneur est une valeur largement partagée au sein de l'hémicycle, à une époque où on distingue mal, il faut quand même le souligner, ce qui relève du domaine privé de ce qui relève du domaine public. Attaquer quelqu'un sur ses idées, c'est aussi l'attaquer sur sa personne. Dans le domaine politique, il y en a un qui était très connu, qu'on appelait l'homme aux 20 duels, c'était Henri Rochefort. Alors lui, il décollitionnait. En effet, Henri Rochefort, donc principal opposant pendant le Second Empire, qui se bat à de très nombreuses reprises, en effet, et qui va finir par abandonner après avoir été blessé 2 fois. Et puis alors des socialistes, Proudhon, Jaurès en 1904, et cela d'ailleurs pour Jaurès au début d'un siècle où les duels vont progressivement disparaître et cesser même d'être pris au sérieux, comme celui qui en 1958 avait opposé le marquis de Cuevas au danseur et chorégraphe Serge Liffard. Premier acte d'un ballet duel à sensation, une usine au point du jour. Après avoir déposé ses emblèmes, Serge Liffard esquisse quelques entrechats préliminaires. Arrivé en carrosse de l'irréductible marquis de Cuevas. On flambe prudemment les épées. Quadrille des témoins, dernière recommandation, en garde, messieurs. Ici, il convient de changer de ton. Le moment est pathétique, car une maladresse